travaillais à l'époque chez Simca. En fait, je ne connaissais rien à la bagnole. Et puis, disons, a priori, fabriquer des voitures, ça ne m'avait jamais passionné. Je préférais l'informatique, quoi. Donc, je suis rentré chez Simca. Au bout d'un an et demi, à peu près, j'ai reçu deux coups de téléphone. L'un de François Salé, qui était à l'époque directeur technique à la C2I, et un autre de Bollier, comment il s'appelait, Louis Bollier, qui était professeur à l'Institut, je ne sais plus exactement le nom, à Grenoble, Institut de physique de Grenoble ou un truc comme ça, Institut de programmation de Grenoble, pardon. Et ils se sont dit, voilà, il y a eu une réunion avec la délégation à l'informatique, qui avait donc été créée à cette époque, et on va faire un réseau en France. Alors on cherche un réseau un peu comme l'ARPA, comme l'ARPANET. Alors on cherche un chef de projet. Est-ce que ça t'intéresse? Mais au fait, ok. C'était le même principe que l'ARPANET, qui consistait à interconnecter des ordinateurs généralement de type universitaire ou centre de recherche. Alors là, aux États-Unis, c'était soi-disant, il y a toujours une raison en principe rationnelle pour faire ça. Aux États-Unis, c'était que chaque centre de recherche ou université voulait la plus grosse machine possible pour faire ses calculs. Et elle n'était pas utilisée à plein temps. Donc il disait qu'il y avait beaucoup de gâchis dans l'investissement matériel. Donc si on interconnecte les machines, ils vont pouvoir se servir des machines les uns des autres. Mais pour ça, il faut un réseau de transmission. Donc, pourquoi on voulait faire ça en France aussi? Mais là aussi, il y avait quelques vraies raisons et quelques fausses raisons. Les vraies raisons, c'est que comme la C2I, qui était une jeune compagnie, était en fait financée par la délégation à l'informatique, ils avaient compris qu'ils avaient peu de chances de pouvoir s'imposer s'ils n'avaient pas une technologie de réseau qui devenait à la mode. Sachant qu'en face d'eux, il y avait Siemens, Philips, Olivetti, et il fallait donc avoir une puissance, sinon industrielle, avoir une puissance intellectuelle. Donc il disait, avec ça, on aura un outil dont la C2I pourra se servir pour jouer un rôle important. La deuxième raison, qui n'était pas la bonne, c'est que ça permettait, en théorie, d'interconnecter les bases de données de l'administration, parce que c'était une époque où c'était à la mode de créer des bases de données sans nécessairement avoir de bonnes raisons. Donc on disait, en partageant les données, ça va les valoriser. Bien entendu, aucune administration n'avait envie de prêter ces données aux autres. Donc ça ne s'est pas produit avant longtemps. Et ça servait de justificatif pour avoir les budgets. Quand j'ai donc pris le projet Cyclade, une des premières choses que j'ai faites, c'est de me planifier un voyage de 3 semaines dans les différents centres américains où il y avait déjà des équipes techniques. J'ai fait le tour des popotes comme ça pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Ça m'a permis de savoir ce qu'ils faisaient de bien et ce qu'ils faisaient de pas bien, quoi. Et donc j'ai évité de tomber dans leur panneau. Ça m'a permis de définir quelque chose de plus facile à faire que ce qu'ils faisaient, et d'un peu plus avancé aussi. Parce qu'ils avaient à l'époque conçu tout leur réseau comme quelque chose d'unique au monde. Leur réseau de paquets était incompatible avec tout autre réseau qui d'ailleurs n'existait pas, mais il n'était pas prévu, d'après la technique, qu'ils puissent s'interconnecter. On a dû commencer en fin 71, j'ai dû publier le premier papier sur Cyclade en 73. Ou peut-être fin 72, plutôt fin 72, à une conférence qui avait lieu en Floride. Ça s'est su parce que là je parlais déjà de la commutation de paquets que nous allions faire, qui n'était pas la même qu'eux, et puis de la manière dont on organisait les protocoles de communication. Alors ce qui fait qu'ils étaient un peu curieux, donc ils avaient prévu de venir nous voir le printemps suivant. Donc ils sont venus à l'IRIA, Bob Kahn et Vince Cerf, et on leur a expliqué tout ce qu'on faisait. Et ils ont posé des tas de questions, ils ont fait des tas d'objections, enfin apparemment, on les a convaincus. Et 6 mois plus tard, ils pondaient leur premier brouillon de TCP/IP. Alors qu'on avait déjà un réseau qui marchait. Comment ça se fait que les travaux de recherche que tu as faits sont ensuite exploités par Cerf et Kahn pour lancer TCP/IP qui va permettre à Internet de se développer? Comment ça se fait que la France arrête Cyclade? Parce que Pompidou était mort et qu'il a été remplacé par Giscard. Destin. Comme disait De Gaulle, qui se dit destin.
Et à ce moment-là, il y a donc une nouvelle équipe qui est arrivée. La C2I était en partie aussi avec comme gros actionnaire Thomson. Thomson s'était mis dans la tête de faire du téléphone alors que traditionnellement il faisait soit de l'électroménager, soit de la défense. Ça plaisait absolument pas à la compagnie Générale d'Électricité qui se considérait comme le gros faiseur de téléphone français. Et la compagnie Générale d'Électricité avait fortement financé l'élection de Giscard. Donc ils ont donc obtenu qu'on interrompe non seulement le téléphone chez Thomson, mais également qu'on arrête Cyclade parce que les PTT n'aimaient pas du tout les datagrammes que j'avais introduits aussi. Donc il s'agissait de mettre un terme à cette aventure irréaliste et on pourrait dire qui n'avait pas d'avenir, c'était la transmission de données par datagramme. Donc la bande qui était avec Giscard, qui était en fait essentiellement des énarques sans aucune culture technique, on trouvait que oui, c'était raisonnable puisque les PTT avaient des projets de faire des réseaux, c'était à eux de s'en occuper. Donc il n'y avait pas de raison de faire Cyclade. Alors, on a dit, vous avez bien travaillé, maintenant c'est à l'industrie de reprendre le manche. Eh bien, nous, on n'avait plus qu'à aller faire autre chose. Un des trucs dont j'étais le plus fier, ça a été de me connecter sur le serveur, je ne me rappelle plus, le truc de Canal 4 là, de Ronald Van SM ça s'appelait, c'était le serveur médical, hein, pas Sadomaso, qui était une messagerie en ligne assez connue. Et je m'étais connecté dessus en passant par un ordinateur d'Apple à New York. Et quand je m'étais connecté, sans payer bien sûr, mais donc je me connectais de France sur cet ordinateur-là qui lui-même se connectait, je crois, au Japon et qui revenait en France. Et quand je me suis connecté dessus, qu'il a vu, pas l'adresse IP, mais bon, l'équivalent de l'adresse IP de l'époque, d'origine de la com, il m'a tout de suite envoyé un message en disant qui est-ce qui paye. Sa seule préoccupation, c'était qui paye la com. Tu vois. Et ça, j'en étais assez fier de ce coup-là. Faire le tour du monde pour me connecter à un serveur qui devait être à 300 mètres de chez moi. C'était la première fois, c'est un truc. À un moment donné, je me suis retrouvé à pirater des ordinateurs. Pourquoi ? En fait, c'est une bonne question. C'est pas parce que c'était là. C'est comme un jeu. J'avais 15 ans, je cherchais à jouer, et puis le jeu que j'ai trouvé, c'était les ordi. Ouais, au début, j'ai commencé à faire de la programmation quand j'avais 10 ans. Et puis avec des calculatrices programmables, les TI machin, des choses comme ça. Et puis après, c'est quand la capacité de calcul de ces petits machins n'était pas suffisante pour faire les programmes que je voulais, j'ai cherché des ordinateurs de plus en plus gros. Et à un moment donné, je suis tombé sur les réseaux d'ordinateurs et c'est devenu beaucoup plus amusant de jouer avec les réseaux que de programmer les ordis. On était des petites souris, un peu des vers dans les ordis. On se faufilait dans les méga ordinateurs qui étaient connectés en général par Transpac en France. Et les petites souris se retrouvaient forcément, vu qu'on mettait des plugs dans les programmes, dans les ordinateurs pour choper les mots de passe, pour pouvoir rentrer d'un autre côté, avoir plus de pouvoir. Et on faisait des trucs un peu bizarres. On se voyait passer, on voyait les traces d'une autre petite souris. On laissait des petites traces en disant « Hé, toi, petite souris, viens parler avec moi ». Essentiellement, c'était à la maison avec des Minitel retournés. C'est des Minitel que tu passes en 80 colonnes. Et puis, normalement, le Minitel, il sert à recevoir à 1200 baux et à émettre à 75 baux. On retournait le modem. C'est des commandes spéciales qui permettaient d'inverser la situation. Tu émettais à 1200 baux et tu recevais à 75 baux, ce qui était beaucoup plus notre truc. Et l'intérêt, c'est quoi ? De pouvoir taper plus vite, forcément. Enfin, d'être émetteur au lieu d'être récepteur. Tu vois, le Minitel, normalement, tu reçois les informations. Nous, on voulait en émettre, donc on retournait le modem. C'était très symbolique pour pouvoir émettre tes informations au lieu des... Il y avait quand même les services qui étaient autour de tout ça, qui étaient assez inquiets de voir des petites souris qui se baladaient dans les ordinateurs des cartes bleues, au Collège de France, dans toutes les universités, dans toutes les grosses entreprises,
tous les ordinateurs étaient vérolés, les mécanismes de sécurité des ordis étaient nuls et non avenus. Ils n'avaient pas, quand ils ont développé les mini-ordinateurs, ils n'étaient pas du tout dans cette idée qu'il y ait des petites souris curieuses qui, sans aucune raison et sans aucun intérêt, pouvaient aimer rentrer là-dedans pour y faire des trucs sans queue ni tête. Donc c'était pas du tout sécurisé tout ça. On pouvait inverser des disques durs d'une machine à une autre. Il y avait aucune. Quand on se connectait sur les ordinateurs du Collège de France, il n'y avait pas besoin de rentrer des mots de passe. Parce que quand les chercheurs fermaient leur session, ils appuyaient sur le bouton off. En fait, la session logicielle restait ouverte pendant 24 heures parce que c'était configuré comme ça. Donc, quiconque utilisait cette ligne dans les 24 heures suivantes était directement branché sur le compte du chercheur. Et c'était la norme. Et c'était partout pareil. Autant personne ne pouvait rien contre ces bandes de jeunes, et puis c'était que des bandes de jeunes rigolos qui voulaient de mal à personne. On ne parlait pas encore de terrorisme, il n'y avait pas de vigipirate, il n'y avait pas de tout ça. À l'époque, il faut se rappeler que c'était une époque où il n'y avait pas de vigile à l'entrée des supermarchés, quoi. On parle d'un temps révolu. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont dit dès les années 80-90, la DST a identifié et a commencé à placer sous surveillance justement toutes ces petites souris. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a dû arrêter, c'est que tout le monde était surveillé, quoi. On avait des convocations René Laton régulièrement, je connais bien les sous-sols. Et il y a eu beaucoup de gens comme ça, de jeunes qui étaient convoqués. Ouais, tous les gens que je connaissais à cette époque-là, ouais. Enfin, on était tous... On allait manger régulièrement dans le bistrot en face de la rue Nélaton, invités aux frais de la princesse pour discuter avec nos officiers traitants ou les gens qu'on voyait régulièrement. Enfin, on a appris plutôt après que ça s'appelait comme ça. Mais je crois que tous les gens que je connaissais à cette époque-là, c'était une habitude. C'était normal. Ouais. On le faisait volontairement, on était curieux, c'était rigolo, quoi. Ouais, machin, et puis je discutais avec les machins. J'ai commencé à vouloir travailler sur le monde de la sécurité, globalement. Je n'ai pas trouvé d'interlocuteur au ministère de la Défense. Zéro, aucun. J'en ai trouvé dans les services de renseignement, notamment à la DST. Et puis j'ai trouvé surtout leurs correspondants dans le monde de hacker, quoi. Donc voilà. Et puis il faut voir ce qu'était la culture de l'Internet à ce moment-là en France. C'est-à-dire que l'un de mes derniers rendez-vous avant la remise de mon manuscrit, j'ai dû remettre mon manuscrit à la fin de l'été 95 pour une parution à l'automne. Et donc l'un de mes derniers rendez-vous, ça a été avec un cadre dirigeant de France Télécom. Et je savais qu'ils étaient extrêmement réticents au développement de l'Internet, puisqu'eux avaient fait fausse route dès le départ avec le Minitel. Enfin, pas fausse route de leur point de vue, mais fausse route du point de vue des citoyens et des utilisateurs des technologies de l'information. Et donc, à l'été 95, je vois un cadre dirigeant de France Télécom et je dis, je fais un livre sur Internet, est-ce qu'on peut en parler et tout ça? Et il me répond, faire un livre sur l'Internet, ça va pas à la tête, ça c'est encore bien une idée à la con de journaliste. L'Internet, dites-vous bien, nous, on va l'interdire et on va développer un système national, sérieux, pas américain, et on va appeler ça l'Internet 2 et on partira de zéro dans quelques années. Voilà, c'était tout ce que j'ai entendu. Ils m'ont dit, allez voir Dondou, il va vous le confirmer. Donc Dondou, je suis allé le voir, il était devenu ministre de je ne sais quoi, du commerce extérieur. Jacques Dondou, ancien directeur des télécoms. Et il m'a effectivement confirmé que oui, bien sûr, c'était une connerie et qu'on allait l'interdire. Interdire Internet. Ouais. En France. Et il voulait interdire Internet comment? Comme il faisait jusqu'alors, c'est-à-dire que des politiques tarifaires totalement démentes, c'était de facto une interdiction par les tarifs. Hein. C'était, à cette époque-là, c'était juste dingue. C'était les tarifs les plus élevés au monde, c'était inaccessible, c'était impossible d'avoir... puisqu'il fallait appeler... il fallait appeler les serveurs sur le réseau téléphonique commuté et au tarif de malade qu'imposait France Télécom. Donc voilà, il fallait vraiment être un professionnel désireux de travailler pour pouvoir... Je vous rappelle qu'à l'époque, les communications locales étaient facturées au temps et très cher.
Mon premier souvenir de ce qu'on appelle Internet, alors mon expérience du réseau remonte à avant ça, parce que depuis 92, je crois, avec des potes, on se faisait des réseaux de PC qu'on se trimballait comme ça sous le bras avec les gros écrans beiges, et on montait la plomberie du réseau BNC pour les interconnecter et échanger des fichiers et des machins comme ça. Ensuite, l'expérience du réseau, je l'avais un petit peu par la pratique des BBS, donc ces réseaux privés où on se connectait avec un modem, qui pour certains font figure un petit peu de réseau proto-internet, où on se connectait en mode texte, on échangeait des fichiers, des messages, on chattait, etc. Et donc sur ces BBS, j'entendais parler d'Internet, et ma première connexion, je l'avais vue chez quelqu'un fin 94. Il m'avait montré, c'était sous un vieux système Windows à l'époque. Il m'a dit, tu vois, là, tu vas sur un FTP, tu récupères des fichiers. Waouh! Et puis là, tu vas sur un autre FTP, à l'autre bout du monde, et tu récupères tel autre fichier, Warez. Waouh! Et il y a les deux qui arrivent en même temps. Waouh! Et pendant que ça arrive en même temps, regarde, là, je vais sur un truc, ça s'appelle IRC. Tu peux chatter pendant que les trucs arrivent. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris. C'est le monde entier à portée de connexion. C'est comme un BBS, sauf qu'au lieu de te connecter à un point, tu te connectes au monde entier. Et je me suis abonné dans la foulée. Début 95, j'étais client numéro 5000 et quelques chez WorldNet, qui était un gros FAI à l'époque. Et voilà, je crois que ma première connexion chez moi, c'était pour aller sur IRC et sur les FTP. Et qu'un des premiers FTP où je me suis connecté, c'était le laboratoire informatique de Paris 6, sur lesquels on trouvait toutes les distributions Linux et les machins comme ça. Ça se passe dans un petit studio, dans Paris. Je mets 3 nuits à me connecter la première fois, on est en 94. Et d'ailleurs, mon prestataire de service, c'est un prestataire américain, ça s'appelle CompuServe à l'époque. Mon nom d'utilisateur, ça doit être 100 854 BZZZ 5002 @compuserve.com, et je paye en dollars. Je paye mes connexions en dollars, ce qui fait que certains mois ça me coûte très cher, d'autres mois en fonction de la parité franc, ancien franc et dollars. C'est la préhistoire. Et je mets 3 jours à arriver enfin à entendre le bruit du modem. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que tout ce que j'ai pu faire jusqu'alors de fanzine punk, de radio libre, ben c'est reparti. C'est-à-dire que je peux à nouveau diffuser mes conneries sans demander la permission au prof, à l'imprimeur, à la Bibliothèque nationale, à l'organisme de régulation des télécoms, etc., etc. Et donc en fait, à ce moment-là, j'ai envie de créer un fanzine sur le web. On appelle ça un webzine à l'époque, terme qui a perdu un peu de son actualité. C'est les protos des blogs en fait, c'est les blogs avant l'heure sans le savoir. On est les messieurs Jourdain, on invente le blog sans le savoir, voilà. Et en fait, la chose que je trouve la plus extraordinaire, c'est le fait de pouvoir publier en direct sans avoir le temps d'attendre la diffusion, l'impression, etc. Et de pouvoir diffuser en couleur. Ça, je trouve ça incroyable. Jusqu'alors, la couleur était inaccessible. Et donc ça naît comme ça. Et l'idée, c'était de sortir des choses le plus souvent possible, d'où le nom La Rafale. Et le logo, à l'époque, c'est une mitraillette. Ce qui me pose problème avec mes copains canadiens, pour qui les armes à feu, ça ne fait pas du tout rigoler. Donc il va y avoir des débats aujourd'hui qui sont grotesques, mais à l'époque, il y a des débats autour de ça. Et moi, je veux un logo résolument offensif. Je pense, évidemment de manière pacifique, mais je pense mener une sorte de lutte armée de la liberté d'expression. Puisqu'il faut se souvenir qu'à l'époque, les seules personnes qui pouvaient comme ça discuter dans le monde entier, c'était les radios amateurs. Et les radios amateurs n'avaient le droit de parler que de technique et de météo. Le reste leur était interdit pour des raisons militaires, des raisons stratégiques. Là, on parle de 94, donc on a l'impression que c'est il y a 2000 ans. Non, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est ça, on est dans cette période-là. Et donc ça naît, la Rafale naît comme ça. Et pourquoi c'est resté? C'est probablement parce que c'était un des tout premiers et que j'ai arrêté au moment où ça marchait le mieux. Par dépit amoureux en disant que les marchands étaient à nos portes, qu'ils étaient en train de nous bouffer tout cru. Donc dans un élan extrêmement lyrique, j'ai arrêté.
Et les gens en ont gardé un souvenir bien plus fort que ça n'était. Voilà, c'est pour ça que je le garde précieusement sur des petites disquettes et que je ne le sors pas pour laisser croire les souvenirs, embellir un truc qui était vraiment très 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 basique en fait. Et alors donc c'est l'époque où il faut tout apprendre, où il n'y a pas de logiciel, le code s'invente et c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, c'est-à-dire qui je crois est extrêmement important, c'est-à-dire la relation entre l'expression et l'outil. C'est en ça que l'outil, je pense, est porteur de liberté. Moi, quand j'ai commencé, vers 95-96, on avait AOL, par exemple, qui était la grande menace. On avait AOL avec son réseau semi-privé, où seuls les abonnés d'AOL avaient accès à un certain nombre de contenus, avec des thèmes, des choses très encadrées, très professionnelles, une sorte de Minitel plus graphique. Apple avait monté son petit village eWorld ou un truc comme ça, il me semble. Il y avait quelques réseaux comme ça qui tentaient. CompuServe, c'était encore un peu plus... Bon, tout ça est mort. AOL surtout, c'était spectaculaire. AOL était vraiment le contre-exemple par rapport à Internet. C'était d'une puissance financière phénoménale. Ça a disparu en quoi? En 2 ans, c'est mort. Donc les choses trop fermées sur Internet se font massacrer, mais par la pratique. Un de mes meilleurs souvenirs, je crois que c'est l'apparition de Napster. Parce que ça faisait des années qu'avec des potes, on s'échangeait de la musique. On s'échangeait des fichiers de musique. J'avais un pote dans cette petite bande avec qui on se connectait en réseau, qui avait inventé son propre format de compression de musique, qui compressait la musique 4 à 5 fois dans un truc à peu près correct. Et on avait commencé à utiliser ça, et on s'échangeait, mais comme des blagues, genre des chansons d'Yves Duteil, qu'on se mettait à fond les ballons pour se faire chier les uns les autres. Mais on commençait comme ça à collectionner de la musique. Puis un jour, quelqu'un sur IRC me dit, presque en mode panique, « Regarde ce truc, télécharge ce soft, c'est dingue !» Ben, je vois un petit lecteur multimédia. Qu'est-ce que c'est que ton machin? Il me dit, bah, ouvre le fichier là qui est livré avec, écoute-le. J'ouvre le machin, play, il y a un bruit comme ça, stéréo, très bien fait, des bris de verre, cristallin, tout ce qu'il faut. Je dis, oui, bon, et alors, c'est un son de bonne qualité, pourquoi tu me... Eh bien, regarde la taille du fichier. 71 kilooctets. Oh non. Oh, ils l'ont fait. Oh, ça y est, on peut compresser plus de 10 fois le son, la musique. Donc, toute ma musique, désormais, sera comme ça. J'ai passé 1 semaine à trouver le encodeur qui venait du laboratoire Fraunhofer. J'ai encodé mon premier CD en MP3, ça m'a pris 12 heures de calcul, je crois. Donc j'en lançais un le soir, quand je me réveillais, c'était pas fini. Quand je revenais du lycée, c'était fini, et puis j'en lançais un autre, et puis j'ai fait toute ma collection de CD, comme ça en environ 1 mois, puis j'ai donné mes CD. Et donc ça, c'était 95, et je savais que le futur de ma musique serait dans ce format MP3. Et de là, avec les potes, on s'ouvrait des serveurs FTP. D'autres bandes de potes avaient d'autres serveurs FTP. On commençait à aller les uns chez les autres, un petit peu comme sur la scène Warez. Et on commençait à se remplir des bibliothèques de CD. On a commencé le peer-to-peer à notre sauce. Et ça faisait, quand Napster est apparu, ça faisait voilà, peut-être 3 ans que je me disais, mais quand est-ce qu'on va avoir l'outil universel pour partager nos bibliothèques? Et donc, je crois, la semaine où Napster s'est ouvert, je me suis jeté dessus. Direct, j'en ai inventé une utilisation sociale, où en fait, je repérais les utilisateurs qui avaient des fichiers bien rangés, comme moi j'aimais bien les ranger, qui n'avaient que des albums complets et qui avaient des trucs que j'aimais, et je parlais avec eux. Je disais, salut, je vois que t'as tel et tel machin, si ça te dérange pas, je vais te prendre ça et ça et ça et ça, et puis si t'aimes ça et ça et ça, je te recommande chez moi d'aller prendre ça, ça et ça et ça. Et j'ai rencontré, entre guillemets, que je les ai jamais vus physiquement, mais des gens avec qui j'ai eu des relations, discuté de musique, de choses et tout, avec qui on a partagé la culture musicale comme ça. Et c'est là que j'ai fait ma culture musicale. Avant ça, avant le MP3, j'avais peut-être 10 références culturelles. Avant Napster, j'en avais peut-être 50 ou 60. Maintenant, c'est des centaines d'artistes. J'ai passé des années à être à la pointe de petits labels de musique électronique que j'allais voir en concert, au Rex, au Bateau Phare, à la bonne époque, etc. Napster, c'est le début de mon apprentissage de la culture musicale. Ça, c'était une révélation. Le mini-réseau, c'était des gens
qui étaient sur le web, qui étaient très étonnés de trouver d'autres gens sur le web. C'était des promeneurs en forêt qui ramassaient des champignons sous forme de modem et qui disaient « Oh, vous aussi bon. Ça alors, c'est incroyable. Dans cette grande forêt, je pensais être tout seul. Ben non, tiens, et puis qui se retrouvaient comme ça. C'est le fruit du hasard, c'est un truc de promeneurs, voilà, de promeneurs du web, de défricheurs, on pourrait dire, qui au coupe-coupe rentraient dans cette forêt incroyable et qui se sont retrouvés autour de l'idée de la liberté d'expression, des outils qu'il fallait créer. Et donc il y avait là-dedans des journalistes, des avocats, des musiciens, des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, des gens qui écrivaient des livres de mathématiques, des traducteurs, des étudiants, des lycéens, peut-être même des collégiens, des filles, des hommes, tous horizons. On s'est rencontrés physiquement 2-3 fois, il n'y avait jamais les mêmes têtes, c'était un groupuscule. C'était un groupuscule de défricheurs. Et là-dedans, beaucoup vont créer ensuite un outil de publication qui s'appelle SPIP, qui existe toujours, dont l'idée était de dire, ben voilà, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas faire une page HTML, on va vous aider, on va vous donner un outil pour le faire. Là on est en 1997. À ce moment-là, les blogs n'existent pas, les blogs arrivent un petit peu plus tard. Voilà. Et toujours dans cette idée de partage. On est vraiment... ce qui nous unit, c'est le partage. C'est la notion de partage. Notion de partage qui est, encore une fois, intrinsèque à la technique du web. Si une information ne peut pas passer par là, elle passe par là, elle passera par tel ordinateur ou par tel autre, mais elle finira par se rejoindre. C'est comme ça que c'est conçu par les militaires américains. Et finalement, c'est comme ça que c'est détourné par la suite, à un moment donné par les universitaires américains, puis par des gens comme nous, et puis maintenant par la planète entière. Honnêtement, le manifeste du web indépendant, je pense que tous ceux qui ont participé à sa rédaction, il n'y en a pas un qui doit savoir comment il est né. À l'époque, on discutait tous par mailing list, par courriel, et puis l'idée est arrivée comme ça, d'écrire un texte qui soit assez violent, en tout cas qui soit campé sur des positions radicales. C'est l'histoire d'une utopie. C'est l'histoire d'une utopie. Et on a l'impression en 1997 que déjà, cette utopie qu'on a pour certains depuis 2-3 ans, d'autres même encore plus vieux, on a l'impression que cette utopie, on veut nous la bousiller, quoi. Cette utopie, c'est quoi? C'est liberté d'information, liberté d'expression pour tous et en tout temps, et freinée par rien. Freinée par rien. Par rien d'autre que l'intelligence. C'est-à-dire que si je suis en désaccord avec vous, je débat. Mais je ne vous interdis pas, pour aller très très vite. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la loi, ça veut dire qu'il ne faut pas que la loi des temps anciens ne doit pas être la même dans ces temps nouveaux. C'est une nouvelle ère qui arrive. Tout comme Gutenberg a imposé des choses quand il a inventé ce qu'il a inventé. Et bien là, il y avait une invention qui était Internet. S'il devait y avoir des lois, elles devaient être nouvelles, elles ne devaient pas être calquées sur les anciennes. Et notre grand anti, c'était la marchandisation. C'était de voir que, parce que nous, en tant que Français, on souffrait énormément du syndrome Minitel. Donc on ne voulait surtout pas que ça devienne un Minitel. C'est-à-dire un endroit où seuls seraient autorisés des gens pour diffuser ce qu'ils avaient envie de diffuser. Donc on écrit cette espèce de brûlot, on le met en ligne, et là, coup de théâtre, énormément de gens le signent le manifeste et affichent le logo sur leur site, etc. Et je pense que ce côté un peu gauchiste du web va rester assez longtemps, en tout cas en France, parce que selon les pays, il n'a pas forcément la même valeur. Or, je pense que parmi les gens qui ont signé le manifeste, qui était donc, je le rappelle, anonyme, donc il ne s'agit pas de mettre en valeur
telle ou telle personne pour l'avoir écrit ou pas écrit, c'est pas ça qui compte. Ce qui comptait, c'était l'énergie, c'était le souffle qu'il apportait. Et je pense que ça a donné une image assez radicale au web français pendant assez longtemps, qui s'est transformée en image sulfureuse, qui s'est ensuite transformée en image pédonazie, on a raconté absolument n'importe quoi. Et je pense qu'on porte une part de responsabilité là-dedans, mais moi que j'assume. C'est-à-dire qu'on nous a affublés des pires choses, voilà, alors que nous ne sommes ni pédophiles, ni nazis, ni pédophiles nazis, ni nazis pédophiles. Mais si des gens ont cru devoir nous donner ce genre d'image pour nous attaquer, grand bien leur face, c'est pas grave. Je suis en face de vous, j'en rigole, quoi. J'en rigole. Le pédonazi terroriste, intégriste, anarcho-libertaire, en fait, c'est la définition d'un internaute. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, tout bêtement, en fait, un citoyen. Voilà, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde là qui passe dans la rue, enfin, c'est tout ça, quoi. Je pense que c'est dans tous les pays. Quand il faut surveiller, quand il faut mettre une population sur écoute, il va falloir faire peur dans les chaumières, il faut qu'il y ait quelque chose de choc. Donc, le truc choc, c'est effectivement la protection de l'enfance et le terrorisme. Donc le terrorisme et les abus sexuels sur mineurs sont vraiment les deux mamelles de l'Internet tout pourri tel qu'on nous le propose aujourd'hui, quoi. La présence des pédophiles et des nazis sur Internet, ce qu'on a appelé finalement les pédonazis, au sens où ça devenait une phrase rituelle qui n'avait que des fondements mythologiques. Moi, des photos pédophiles, depuis que je suis sur Internet, j'en ai jamais vu, donc ça n'a jamais été un fond, un gros souci. Mais c'était effectivement une époque, vers 97, il me semble, on a commencé à en manger beaucoup. Mais c'était très étonnant, c'était toujours lié, on était toujours avec les mêmes lobbies qui avaient des choses à faire passer derrière. Donc il me semble, tu vas me le confirmer, il me semble qu'on avait des déclarations assez claires sur des gens qui disaient que les histoires de pédophilie et de nazis étaient la meilleure chose qui pouvait leur arriver pour convaincre les hommes politiques qu'il fallait faire des lois pour contrôler l'expression sur Internet. Ça a toujours été un épouvantail manipulé, sur lequel la police faisait son travail discrètement. Ça a toujours existé, la police a toujours travaillé de manière discrète et certainement assez efficace pour que le phénomène n'est jamais devenu massif sur Internet. J'en ai jamais vu, on n'est pas confronté à ça par hasard. Donc ça a toujours été un phénomène qui est devenu quelque chose de grotesque dès le début. Il n'y a jamais eu de problème d'application du droit de la loi sur Internet. Il y a toujours eu des gens pour dire on ne peut pas appliquer la loi sur Internet, c'est un vide juridique, donc il faut légiférer, donc il faut contrôler, parce que la loi ne peut pas s'appliquer. Et en pratique, à chaque fois qu'on essaie d'appliquer la loi, ça a très bien fonctionné. Simplement, c'est plus facile d'obtenir du contrôle, de la régulation, de créer des organes de régulation, des lieux de pouvoir, non, forcément, à chaque fois. Quand on dit, voilà, il y a un vide juridique, c'est dangereux, n'allez pas là, n'envoyez pas vos enfants... Il y a des pédophiles, il y a des pirates, il y a des néo-nazis, n'allez pas là. Enfin, quand on fait peur aux gens pour obtenir du pouvoir, faire peur aux gens pour obtenir du pouvoir, c'est vieux comme le monde. Hein, ça continue, ça a été dès l'origine et ça continue aujourd'hui. C'est pas pour autant que le danger est réel. En l'occurrence, le danger, en tout cas, la notion de danger liée à celle du vide juridique, elle n'a jamais été prouvée, démontrée. En pratique, elle n'existe pas. Pour la cybercriminalité, il y a un mystère. Parce que du jour au lendemain, là où on appelait la chose la fraude informatique, et c'est le nom de la section du Code pénal qui accueille tout ce qui est ce qu'on appelle l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'entrave au fonctionnement d'un système, c'est tout ce qui est les bombes logiques, les vers, les virus, etc. Du jour au lendemain, tout d'un coup, on a parlé de cybercriminalité. Je pense qu'il y a un marketing de la peur. C'est la cybercriminalité, c'est la cyberpédophilie, c'est cyber par-ci, cyber par-là. Il y a un marketing de la peur qui s'est exprimé dans le vocabulaire, mais les mêmes choses du jour au lendemain ont changé de qualificatif, alors que tout un chacun peut vérifier. Les délits qu'on vise sont ceux de la fraude informatique. Voilà, je crois que ça fait partie
peut-être des règles du jeu. Là-dessus, sur ces questions-là, on a parlé tout à l'heure du monde du droit d'auteur. Il y a des marchands de produits de sécurité aussi, qui ont parfois intérêt à faire peur. Le discours de peur concernant Internet, moi j'ai toujours connu. Dès 96-97, il est arrivé, mais il est arrivé plutôt par la mafia du copyright plus que par les intellectuels. Il est arrivé par l'affaire Sardou, Sardou et qui on a eu de l'affaire de 2 jeunes étudiants de très grandes écoles, puisqu'il y avait un à l'école centrale Paris et un à, je ne sais pas, l'école polytechnique de Genève, ou je ne sais plus exactement, mais des jeunes ingénieurs qui ont été poursuivis pour avoir publié des paroles de chansons sur Internet. Et c'est monté tout de suite comme étant des gangs de pirates organisés mondialement. Donc le discours dingue a toujours existé. Moi j'ai toujours vu dès que je suis arrivé. Il me semble que mes prédécesseurs ont eu des condamnations sur les bras aussi, donc ça a toujours existé. Moi à l'époque, sur mon premier site, j'avais mis des fichiers de MP3 de ma musique à moi. L'hébergeur les avait sucrés. Il ne m'avait pas prévenu, il avait fait une recherche sur son serveur, il supprimait tout ce qui était .mp3. Donc tous les fichiers MP3, à force d'entendre les lobbies dire c'est dangereux, vous allez avoir des procès, tous les fichiers MP3 ont été supprimés d'office par l'hébergeur. Donc c'est cet effet de glaciation qui fait peur aux gens et qui provoque de l'insécurité, il est permanent et c'est surtout là que le jeu se fait. Parce que je ne risquais pas d'être condamné pour la musique que moi-même j'avais faite et interprétée, par contre on me l'avait sucré. Donc on est toujours avec ces effets-là de se retrouver soit à se restreindre soi-même, soit être restreint, soit avoir effectivement des risques juridiques qu'on ne maîtrise pas bien. Les parents aujourd'hui souvent parlent de et si mon fils fait ça sur Internet, qu'est-ce que je risque? Cette question-là, elle est fondamentale. Et avec Adopi, on leur a bien dit, vous risquez de vous faire couper Internet. Les parents vont se faire couper Internet parce qu'ils ne tiennent pas leurs enfants. C'est le Moyen-Âge, donc pour des erreurs qui sont ridicules. Donc c'est là-dessus, on reste toujours dans cet effet de glaciation où les gens, on leur instille cette peur de qu'est-ce qu'ils risquent si leurs enfants s'expriment, qu'est-ce qu'ils risquent si leurs enfants échangent des fichiers avec leurs copains. C'est plus cet effet de peur. Donc en 99, sauf erreur, on a le CSA qui se présente en tant que régulateur de l'Internet. Ce qui n'est pas du tout dans ses attributions, qui ne l'a jamais été et on peut le souhaiter, ne le sera jamais, et décide d'être le régulateur de l'Internet. Et pour faire ça, puisque ça n'est pas du tout dans ses attributions, décide de convoquer un sommet, je crois, des régulateurs de l'Internet du monde entier. Il me semble qu'à l'époque, il y a 2-3 pays qui ne sont pas du tout des démocraties libérales, qui viennent à Paris pour participer au truc. Et nous, à l'époque, on fait une action, on fait un site web pour essayer d'expliquer les enjeux, qui est que le CSA n'a rien à faire sur Internet et qu'il n'y a pas de régulation d'Internet possible, et surtout pas dans les termes de la télévision, qui est la gestion de la rareté. Donc on avait fait une petite manifestation sauvage, puisqu'on ne savait pas déposer vraiment déposer des statuts. On avait fait ça avec, il me semble, les médias libres, Michel Fisbin. On s'était pointé avec Valentin Lacambre, je crois que tu l'as rencontré. Donc Valentin Lacambre, tu le connais, il est comme moi, il est super costaud, il fait très très peur. Une bande de types qui ne dormaient pas la nuit pour écrire sur Internet, donc on faisait vraiment pas peur, on s'est pointé, on devait être une vingtaine. On avait des tracts, on nous avait promis l'autorisation de distribuer nos tracts aux gens qui venaient à l'UNESCO. Et on est arrivé, l'UNESCO ceinturé de flics, les portes fermées. Et vers midi, toutes les entrées de l'UNESCO fermées, les régulateurs de l'Internet qui ne pouvaient plus sortir pour aller manger. Nous, dehors, on criait « Libérez les régulateurs » parce qu'ils ne pouvaient plus sortir. Donc à 10 pingouins, on avait bloqué un pâté de maison entier, c'était risible. Donc, et nous, la conclusion, c'était que le CSA avait déjà assez bien régulé le trottoir, puisque les régulateurs de l'Internet n'avaient plus le droit de rentrer, plus le droit de sortir, et que nous, on pouvait se promener librement sur les trottoirs parisiens. Donc à l'époque, avec le CSA, on est vraiment dans le contresens absolu, qui est un contresens qui revient régulièrement, qui est l'idée qu'on va réguler Internet comme on régulait les autres médias auparavant. Or, Internet amène fondamentalement de la richesse là où il y avait de la rareté. Sur Internet, la diversité n'est pas assurée par la loi, elle est assurée par le fait que tout le monde peut parler sans écraser la fréquence de l'autre. Quand une deuxième radio libre émet sur la même fréquence qu'une autre radio, on va avoir des perturbations et finalement plus personne ne parle.
Sur Internet, 2 personnes parlent et personne n'écrase l'autre. C'est 2 sites web, 2 canaux différents et tout le monde peut parler en même temps. Donc on n'a plus besoin d'avoir un régulateur pour assurer l'équilibre des temps de parole. Ça n'a aucun sens. Donc la régulation de la rareté, qui est la justification du CSA, n'existe pas sur Internet. Et ensuite, tout ce qui devrait, à mon avis, être totalement illégitime de la part du CSA est particulièrement illégitime sur Internet. La protection des enfants, la protection des hommes politiques et de leurs résultats électoraux, tout ça n'a aucun intérêt. À l'époque, on a toujours soutenu l'idée que s'il devait y avoir une régulation sur Internet, elle se fait a posteriori par le juge. Comme ça a toujours été le cas en matière de régulation de presse. La presse n'est pas régulée a priori, à part justement sur les capacités d'émission, mais les journaux papier ne sont pas régulés a priori. Je suis malheureusement en fait un petit peu le cul entre deux chaises quand je vois l'œuvre des politiques sur Internet, dans le sens où je suis le premier à dire que ce serait bien qu'il y ait quand même une loi qui défende réellement Internet, donc une loi sur la neutralité d'Internet, pour défendre l'essence même d'Internet. Ben, malheureusement, quand on regarde ce qui s'est passé en France au niveau législatif sur Internet, toutes les lois qui ont été produites ont systématiquement porté atteinte au réseau. Donc, qu'il s'agisse d'Adopi, de DAFSI, de la LCEN, de la LOPSI, à partir du moment où on aborde Internet, c'est forcément le bâton, il faut restreindre certaines libertés. Et c'est une approche qui est complètement martienne. Si on regarde en fait dans certains pays nordiques, ils ont la démarche mais complètement opposée. C'est-à-dire de se dire mais Internet c'est un bien commun, donc étant un bien commun, il faut le préserver et faire en sorte que ça reste un bien commun. En France, non, on n'a pas encore cette démarche. Donc on arrive vers 99-2000, on arrive au tournant de la bulle Internet qui va éclater en 2000-2001 et on a un discours médiatique, politique qui est entièrement l'Internet des startups, l'Internet, les nouvelles économies, les entrepreneutes, entièrement un discours purement économique, mais même le discours sociétal finalement que tiennent les politiques est entièrement basé sur cette idée de nouvelle économie. Et pourtant, les chiffres sont 3-4 millions d'utilisateurs et en même temps 1-2 millions de pages personnelles. C'est-à-dire que les gens vont sur Internet et ouvrent des sites web. C'est gratuit. Jusqu'à cette époque-là, c'était souvent l'hébergeur, le fournisseur d'accès qui fournissait l'espace pour faire les pages web. Puis ensuite, on a eu Migal, Multimania. Ensuite, on a eu le système des blogs un petit peu après 2000. Les blogs hébergés gratuitement, Blogspot, WordPress, phénomène qui a continué à exploser. On a les skyblogs, et les skyblogs par exemple sont un phénomène mais massif. On a des millions de pages, donc la qualité on peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut trouver que c'est mal écrit, que c'est bourré de fautes d'orthographe, mais l'idée c'est que les gens arrivent sur Internet et immédiatement tout le monde s'exprime. Les gens veulent une page web. Moi la page d'accueil de mon site à l'époque, quand je l'ai lancé, la première page c'était bienvenue au Scarabée, bienvenue U, Scarabée et. Donc c'était vraiment du Skyblog avant l'heure. Il y avait 3 mots, 2 fautes énormes. Donc ces erreurs de jeunesse, on les fait tous et on apprend. Internet est un réseau où l'émulation se fait assez naturellement et de manière sympathique. Dès que j'ai écrit bienvenue au Scarabée, j'ai reçu des mails. Attention, il y a 2 fautes. Bon. Donc le lendemain, il n'y avait plus de fautes sur mon site. Enfin, il y en a eu d'autres après, mais la page d'accueil était corrigée. Donc ça se faisait sans méchanceté, sans être humilié publiquement. C'est juste une saine émulation de gens qui réfléchissent ensemble. Et ce phénomène-là était occulté systématiquement. Personne n'en parlait. Les politiques n'ont jamais fait de loi pour essayer de promouvoir ou de protéger cette expression. Et donc c'était ça quand même notre fond de militance. C'était pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on ne protège pas les gens qui s'expriment. Parce qu'en fait, le gros souci, c'est que les lois s'empilent sur Internet pour essayer de protéger les professionnels. Donc on va protéger ceux qui avaient le monopole de l'expression publique précédemment, donc les artistes, les hommes politiques, les entreprises, tous ces gens-là avaient l'expression publique à disposition auparavant. Il fallait les moyens industriels, ils les avaient, donc les moyens industriels de l'expression publique étaient une forme de monopole de fait. Arrive Internet, les citoyens ont accès à l'expression publique. Mais on reste toujours avec ce déséquilibre fondamental qui est si on diffame une entreprise et qu'on est condamné, on va payer 100 000 euros. Si on doit payer 100 000 euros, on va vendre sa maison. Si un particulier arrive, avec beaucoup de chance, à faire condamner une entreprise,
100 000 euros pour une grosse entreprise, c'est pas grand-chose. Or, les lois qui vont s'empiler vont systématiquement tenter de protéger ces gens-là qui ne vont pas vendre leur maison s'ils sont condamnés. Et par contre, rien n'est fait pour que le simple citoyen qui prend des risques comme tout le monde de dire une bêtise, de diffamer, qui n'est pas formé en plus aux lois de l'expression publique. On a vite fait d'insulter un homme politique pour son incompétence. Plutôt que de dire les choses dans les formes, on va l'insulter. L'insulte est très mal payée juridiquement. Et là, on va avoir ce déséquilibre et jamais, par exemple, les politiciens ne vont avoir l'idée d'essayer de rééquilibrer par la loi, par je ne sais quel système, ce déséquilibre fondamental. En 5 ans, je me suis pris 15 procédures. Et avec toujours le même argumentaire de dire au début, les procédures étaient de bonne foi, et plus ça allait, plus c'était des procédures qui visaient à, entre guillemets, rétablir l'ordre et la morale. J'ai pas le droit de parler de Calimero. Je vais rompre je vais parler de Calimero et je risque de me prendre 300 000 francs d'amende. Pourquoi ? Parce que j'ai un protocole d'accord pour ne jamais évoquer Calimero dans un média. Enfin, je ne sais pas s'il y a prescription ou pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a les héritiers de Calimero qui découvrent Internet. Donc, ils tapent Calimero dans Google. C'était plus Alta Vista, c'était déjà Google. Et ils tombent sur un Calimero habillé en cuir avec un fouet. Ils se sont dit, non, ça ne va pas du tout. Et c'était un gars qui était hébergé chez moi, qui était échangiste sadomaso. Parmi les gens qui faisaient de l'Internet à cette époque-là, il y avait énormément d'échangistes, de gens qui avaient des mœurs sexuelles bizarres, qui n'avaient aucun moyen d'expression, pour le coup, aucun moyen d'expression médiatique hors Internet. Pour eux, c'était quelque chose de magnifique. J'étais invité dans tout un tas de châteaux partout en France, c'était terrible. Et à un moment donné, j'étais assez mal défendu, et je suis tombé sur un juge qui n'avait pas vraiment compris et qui aimait bien l'ordre et la morale, et qui a dit que tous coupables. Donc moi j'étais coupable, le gars qui faisait le fouet il était coupable, lui a été condamné cher, je crois qu'il a pris pas mal, enfin beaucoup d'argent et pas mal d'emmerdements. Et moi j'ai été condamné à payer 300 000 francs aux héritiers de Calimero et à ne plus jamais dire nulle part, que ce soit par écrit ou oralement ou quoi que ce soit, à quelque titre que ce soit, à quelque endroit que ce soit, la phrase « c'est trop injuste ». Et les avocats d'Estelle Hallyday qui disent « vous avez publié une photo d'Estelle Hallyday seins nus sur une plage et on vous attaque devant le juge ». Et jusqu'à là, moi je trouve ça assez... bon, elle a le droit à son image, je suis parfaitement d'accord, j'ai pas d'embrouille avec ça, et c'est bien au contraire. Et à un moment, j'arrive devant le juge, et à qui je dis, c'est un hébergé chez moi, machin, interne.org/bidune, qui a publié des images, allez discuter avec lui. Et en première instance, j'ai été condamné de manière assez légère par le juge qui s'occupait de ça. Mais pour le principe, parce que j'avais été condamné et que je voyais d'autres procès profilés, après les histoires de Coste où j'en étais sorti un peu de justesse, je me disais, si j'accepte une condamnation là-dessus, tous les autres avocats vont me tomber dessus. Donc j'ai fait appel. Et là, j'aurais pas dû, parce qu'en appel, je suis tombé sur Marie-Françoise Marais, un juge qui m'a aligné, mais d'une force. Et donc elle m'a condamné à payer toujours 300 000 francs. C'était à Estelle Hallyday. Et comme c'était en appel, il n'y avait pas de motif de cassation, donc là j'étais dedans, de chez dedans. Et j'avais à l'époque pas 300 000 francs à payer, même pour dire c'est trop injuste ou des choses comme ça. Donc là je devais payer, j'étais vraiment à la rue, quoi. Je suis parti de mon appart un peu à la cloche de bois parce que j'avais pas de quoi payer, enfin l'ambiance elle n'était pas terrible, quoi. Ça s'est négocié un peu sur le tapis vert. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, on a demandé à tous les soutiens d'Alterne de nous envoyer des chèques au nom d'Estelle Hallyday. Et on lui a envoyé les chèques. Donc elle a reçu un tombereau de chèques de 10 francs, 50 francs, 70 francs. Et au 1500e chèque, les avocats d'Estelle ont appelé mes avocats en disant « je crois qu'on va s'arrêter là ». L'effet Streisand, celui qui est connu, c'est une information qui était passée totalement inaperçue, qui n'intéressait personne, vraiment aucun intérêt.
On essaye de la censurer, ça se sait. Du coup, l'information devient célèbre. Du coup, tout le monde veut la consulter, et donc tout le monde en fait des copies. Et du coup, le machin que personne n'avait vu, qui intéressait personne, s'est mis à intéresser tout le monde, et il y en a des millions de copies partout. T'aurais mieux fait de ne pas porter plainte et de ne pas chercher à censurer, ça se serait mieux passé pour toi. L'effet Flamby, c'est plus con, c'est plus pied nickelé. Il y a un truc qui est célèbre, et qui te fait chier, et que tu veux censurer. Ça peut pas bien se terminer. Ça peut pas bien se terminer, ça va pas marcher. Il va y avoir des copies partout. Et donc non seulement ça restera célèbre, mais en plus tu auras été ridicule parce qu'incapable de les faire taire. L'exemple type, c'est Wikileaks. On a essayé de faire taire Wikileaks et ça n'a pas marché. Quand on a essayé de censurer Wikileaks, de faire fermer de force le site web, ils ont eu, je sais plus, 1000 miroirs en quelques jours. 1000. À faire fermer un par un avec services, douane, machin, sur 1000 ordinateurs différents dans le monde, dans tous les pays de la planète. Comment tu veux rattraper ça? Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'effet Flamby. Tu vois un truc, c'est pas caché, c'est pas un petit détail, c'est en plein milieu de la cuisine, c'est un bidule qui blob comme ça, il t'emmerde et tu te dis tiens, pour enlever ce Flamby qui fait tache dans ma cuisine, je vais mettre une grande baffe dessus. Et non, ça marche pas ça. Il y a un lien direct entre un mode de communication et la société qui l'engendre. La télévision engendre une société très verticale, donc dans laquelle il n'y a pas de liberté, mais où la liberté n'est pas intéressante. La télévision engendre le meilleur des mondes, de Huxley. Ils sont libres. Ils n'ont pas envie de l'être. Ils n'ont pas envie de s'en servir. Ils sont libres de faire comme ils veulent, du moment que c'est comme le parti a décidé. Et s'ils font autrement, ils sont juste un objet de curiosité pour mettre dans un loft. C'est ça, hein, le fond du meilleur des mondes. Et en fait, la liberté existe, mais n'a aucun intérêt. Parce que toute la société est moulée, très verticale, etc. etc. Internet, au contraire, comme l'imprimerie des premiers temps, donne un monde extrêmement horizontal. Faut repérer l'imprimerie des premiers temps, c'est une imprimerie dans laquelle, des premiers temps, pas 1500, mais 1750 en France, avec un niveau de fortune relativement moyen, sur petite noblesse, bourgeois un peu aisé, on peut faire imprimer très facilement ses écrits. Donc c'est une forme de liberté d'expression qui est quand même assez grande, qui suppose quand même de la fortune, ce qu'Internet supprime, mais qui donne une société beaucoup plus à plat en fait. Parce que, voilà, je suis pas le roi, mais la société a essayé de me faire du mal, je vais me défendre en publiant mes écrits. Donc tu obtiens un phénomène similaire, qu'Internet amplifie énormément. Et qui est bien un phénomène où la communication ne se fait plus en unidirectionnel. Tu n'as plus un point unique qui émet la bonne pensée et tout le monde qui la reçoit. Tu as des points qui émettent des pensées. Et c'est ce mélange-là qui crée une société beaucoup plus à plat, très peu hiérarchisée. Et donc ce phénomène-là, tu le retrouves bien dans le fonctionnement d'Internet. Et donc pourquoi les libertés redeviennent au centre? Parce qu'en fait, avant les libertés, tu t'en foutais. C'est-à-dire, ta liberté d'expression, tu voulais en faire quoi? Comment tu voulais t'exprimer? Tu allais monter ton journal? Tu veux un peu la fortune qu'il faut. Tu allais racheter un journal au groupe Lagardère? Si t'es pas fils de né milliardaire avec une petite cuillère en diamant, tu peux pas. Donc tu fais ça comment? Et en fait, la seule bonne façon de s'en sortir, c'était d'être riche et de monter un journal. Donc tu t'exprimes pas. Dans le monde de la télévision, tu t'exprimes pas. Du coup, tu as bien la liberté d'expression, ça, tu as le droit de parler de ce que tu veux, mais alors de ce que tu veux avec tes copains au bistrot. Voilà, ça donne des modèles extrêmement différents. Et il n'y a aucun intérêt à défendre les libertés dans un modèle social piloté par la télévision. Parce que la liberté sert à rien. Alors que tout d'un coup, il se met à y avoir un vrai intérêt à défendre les libertés dans un modèle social piloté par Internet. Et c'est pour ça que ça revient au centre du débat.
Et si jamais ils arrivent à finir de minitéliser Internet, s'ils arrivent de finir de le transformer, s'ils arrivent à finir de faire de Facebook, Google et Apple les 3 seuls centres où tout le monde consomme du contenu de manière passive, alors on sera revenu dans un modèle de type télévision. Ce sera temporaire, hein. Ce sera que temporaire. C'est-à-dire, les gens qui échangent des commentaires sur Facebook créent à eux-mêmes, à eux seuls, un réseau. Et un réseau qui, par nature, a exactement les mêmes effets sociaux qu'Internet. Et donc, il finira par être incontrôlable, et donc, il finira par être incontrôlé. Et donc, ils essaieront de le contrôler, et ça repartira de plus belle. Tout le principe du Web 2.0, c'est attirer chez soi des gens qui ont un talent pour s'exprimer. Ces gens s'expriment chez toi parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus joli, plus facile, et du coup attirent des gens qui viennent les lire parce qu'ils ont du talent, et donc un public suffisant pour que la publicité que tu mets autour te rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Donc quelque part, on est dans le simple piratage, là pour le coup, c'est le niveau 0 du piratage, c'est je ne te paye pas, tu me donnes ton talent et en échange je gagne de l'argent. Donc, voilà. Moi quand je m'exprimais avant le 2.0, quand je publiais un livre, en échange j'avais des royalties, quoi. En plus de la pub que ça pouvait faire à mon éditeur si j'étais bon, tu vois. Aujourd'hui, non, c'est plus comme ça. Donc il y avait ce premier vol évident, qui est le cas d'aujourd'hui tout le monde, qui me fait dire en passant que si quelque chose a détruit la notion de copyright, de droit d'auteur, c'est plus cet aspect des choses dans l'esprit des gens, parce qu'après tout, on n'est jamais payé pour les œuvres qu'on diffuse sur Internet. Pourquoi on devrait payer pour tel ou tel qui, lui, a le statut d'auteur, alors que nous, non. Mais quelle est la différence? Nous, on diffuse nos œuvres gratuitement tout le temps. On n'est jamais payé pour, et d'autres se sucrent. Et pourtant, on nous demande de payer pour certaines œuvres et pas pour les nôtres. C'est assez surprenant. Donc, toute cette logique de droit d'auteur disparaît dans l'esprit des gens, beaucoup plus comme ça que par le petit piratage, par le partage de musique entre amis. Ouais. Une deuxième façon de les voler qui a été de dire, voilà, le marché de la pub, quoi qu'on en dise, est plutôt restreint. Un certain nombre d'annonceurs, c'est en nombre limité. Les gens, en plus, ont des outils pour bloquer la pub qui pourraient nous rapporter de l'argent sur nos sites. Donc on ne gagne pas tellement avec de la pub quand elle n'est pas très bien ciblée. Il faut qu'on puisse la cibler mieux. Donc en plus de vendre de l'espace publicitaire sur notre site à des régies, on va leur vendre un meilleur ciblage en leur vendant toutes les informations confidentielles qu'on a sur vous. Comme ça nous permettra de mieux vous cibler, vous-même qui venez nous apporter votre savoir et votre talent. On va en plus mieux vous cibler, vous et vos visiteurs, en leur balançant des pubs en fonction de qui ils sont. Donc on a vendu quelque chose qui t'appartient. On t'a pas demandé, c'est pas grave, c'est tes informations confidentielles, on les vend. On te vole une deuxième fois puisqu'on vend quelque chose qui t'appartient. Le troisième étage, ça a été quand ils ont commencé à vouloir dire pour que vos billets soient plus lus, vous pouvez payer pour qu'ils soient mis en valeur chez vos correspondants. Donc non seulement vous venez chez nous, nous donner votre talent, en échange de quoi, nous, on ne vous donne rien et on gagne de l'argent avec de la pub en vendant nos informations confidentielles. Mais en plus, si vous voulez, vous serez encore plus vu et vous apporterez encore plus de clients chez nous qui viendront vous lire et regarder nos pubs. Mais pour ça, il faut payer. Donc, le troisième étage du vol, et là, tu te dis, les gens sont vraiment cons, ils continuent à se servir. Mais bon, ça a un peu fonctionné, même si on en parle un peu moins ces temps-ci quand même, mais ils ont tenté le coup. Et la quatrième étage, évidemment, ça a été l'entrée en bourse de Facebook, qui était un grand moment de rigolade. De dire, voilà, on vous a montré à quel point on était des bons voleurs et on gagne beaucoup d'argent grâce à vous. Donc, achetez des petits morceaux de Facebook et devenez vous-même des voleurs en achetant. Mais pour devenir un voleur, il faut payer très très cher parce qu'on sait que le prix d'une action, normalement, ça devrait être à peu près 15 $. On va la vendre à 35 $. Puis vous allez les acheter parce que comme ça, vous allez être bien content d'être volé une quatrième fois. Et même si le prix de l'action aujourd'hui s'est effondré, il n'empêche que les gens qui ont acheté les premières actions à Facebook, l'argent est arrivé dans les poches de Mark Zuckerberg et des autres
et des autres qui ont mis Facebook en vente, et cet argent-là, lui, il restait dans leur poche, il n'est pas parti, parce que les niveaux de l'action avaient baissé. Ils ont vendu un certain nombre d'actions. Une fois qu'elles sont vendues, elles ne sont plus dans leur poche. Donc même si elles perdent de la valeur, c'est pas dans leur poche qu'elles perdent de la valeur. Voilà. Donc c'était cette façon de dire, voilà, c'est des très très grands voleurs, et je les respecte beaucoup. En tant qu'anciens voleurs, ils sont vraiment très forts. C'est toutes les dynamiques c'est des dynamiques qui peuvent être en jeu. Le pire, je pense, en fait, c'est on pourrait dire la reféodalisation d'Internet. Hein, c'est-à-dire que ce réseau mondial redevient un ensemble sectoriel de réseaux nationaux soumis à des régulations nationales. C'est-à-dire qu'ils perdent cette ambition d'universalité cosmopolite qu'il a tout de suite été. Hein. Dès sa naissance, c'était cosmopolite. C'est né comme ça, d'un lieu du territoire comme un espace qui d'emblée se voulait un espace mondial. Évidemment, toutes les transformations qui ont lieu aujourd'hui avec l'Internet, si massives, si généralisées dans ses pratiques et ses usages, c'est qu'on réassiste à des renfermements ou à des remises en main dans lesquelles les cultures nationales, les États, les plateformes resegmentent un espace qui était un espace ouvert. Ce qui peut arriver de meilleur, c'est qu'Internet continue à nous rendre curieux. Voilà. Et du coup, moi, c'est pour ça que je milite beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire les problèmes avec Internet, c'est que les gens vont rencontrer des inconnus. Non, le bonheur avec Internet, c'est qu'on peut rencontrer des inconnus. Donc, ce qui peut arriver de mieux à Internet, c'est qu'il continue à nous faire découvrir des choses qui nous surprennent. Des gens qui nous surprennent, des gens qui nous étonnent et qui nous sortent de notre petit monde à nous et qui nous permettent de nous confronter à l'altérité. Je veux pouvoir accéder à des gens directement, sans passer par des filtres qui m'expliqueraient qu'un tel est expert. Moi, je veux pouvoir m'informer comme je l'entends et je veux que... J'aime que mon pire ennemi puisse s'exprimer et débattre face à lui. J'aime ça, réellement. Je me défendrai pour qu'il puisse le faire réellement. C'est pas... Il n'y a aucune gloire à ça. Hein. D'abord, là je viens de faire du copier-coller de Voltaire, donc déjà c'est du copier-coller. C'est juste du remix ce que je suis en train de vous faire. Mais on est toujours là, on en est toujours là. Donc ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'on se dise non, c'est acquis. C'est bon, la liberté de diffusion, d'impression est acquise. Non, je crois qu'elle est un combat de tous les jours et de chacun. J'allume mon ordinateur, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'apporte ma pierre à l'édifice ou pas ? En sachant que l'édifice, il est bordélique, il est bruyant, il est comme la vie.